Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir. Merci aux organisateurs de me permettre de parler ici un petit peu. Donc, on m'avait demandé de me présenter en 1 ou 2 minutes. Donc, j'ai fait une toute petite, un petit transparent sur les activités qui, éventuellement, auraient pu justifier le fait que je sois là. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps, depuis plus de 40 ans de vie professionnelle. Je ne suis pas encore à la retraite, bientôt, mais quand même. Et j'ai vu, par contre, le début du RNBN. J'étais, dès 1980, en poste, donc j'ai vu tout à fait l'arrivée de ces coordinations de bibliothèques. Et j'ai passé à peu près plus de 40 ans de ma vie professionnelle à ennuyer, pour ne pas dire autre chose, l'un ou l'une d'entre vous, et aussi les générations d'avant. Donc, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui doivent déjà me connaître pour ça, parce que j'ai envoyé plein de messages, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai faites en lien avec les livres, que j'aime beaucoup, je vais en parler après. Mais je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Si j'ai bien compris, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'essayer, comme dans des stages professionnels, de booster votre motivation en vous disant ce dont vous vous occupez ici, c'est absolument fondamental pour les utilisateurs et utilisatrices. Donc, toutes les questions dont vous débattez, elles sont cruciales pour nous. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire dans la demi-heure, 3/4 d'heure que j'ai. Mais je voudrais d'abord commencer par rappeler que ces questions de lien entre les usagers, usagères, mathématiciens, mathématiciennes, scientifiques en général et les bibliothécaires, ça a une longue histoire. Bon, j'ai commencé assez tardivement, c'est-à-dire au XVIIe siècle, ici. Ça, c'est un peu plus récent. Vous reconnaissez sans doute Mire, la bibliothèque à Jussieu, Paris-Rive-Gauche. Mais, donc ça commence bien avant, mais je n'avais pas d'illustration. Je vais vous donner tout de suite une citation que j'adore, et donc vous n'allez pas y échapper. C'est de 1905, donc très récent. Et c'est une enquête sur la place de la science dans les bibliothèques françaises, en particulier les bibliothèques universitaires. Et ça dit de quoi se compose une bibliothèque. On est tenté de répondre, il suffit d'un local, de livres et d'un personnel de bibliothécaires pour qu'elle soit parfaite. Mais du point de vue social, une bibliothèque ne peut nous paraître vivante et par conséquent réelle, ne peut remplir de fonctions et réaliser sa raison d'être sans des lecteurs pour consulter les livres. Et voilà alors comment la situation se présente. Entre le lecteur et le livre, il y a le bibliothécaire. Et le bibliothécaire est plutôt l'ami du livre que du lecteur. Le lecteur, c'est généralement l'inconnu qui passe, qui prend momentanément possession du livre. J'ai raccourci la citation, mais c'est assez extraordinaire, qui le maltraite au besoin et le détériore. Il y a un passage où on explique pourquoi les mathématiciens en particulier ont besoin pour le travailler de détériorer le livre. Donc c'est absolument fondamental. Le lecteur et les insectes bibliophages sont les grands ennemis du livre, de son intégrité et de l'ami du livre, de celui qui le protège jalousement, du bibliothécaire. Il y aura les transparents en ligne. Donc, bon. Alors évidemment, les bibliothécaires ont répondu à ces insultes, comme vous l'imaginez, et voici M. Châtelain, qui était conservateur à la bibliothèque de la Sorbonne, et qui répond « Les bibliothécaires connaissent les bibliographies scientifiques et cataloguent avec le même soin les livres relatifs à toutes les disciplines. Ils tiennent en ordre les registres permettant de vérifier si les livraisons des ouvrages et des périodiques arrivent exactement. Ils contrôlent les demandes d'acquisition et, petit pic, réponse du berger à la bergère, ils font des recherches sur des livres imaginaires demandés par des ignorants. Complètent les renseignements bibliographiques nécessaires pour commander une brochure ou un programme. » Bon, si je vous ai montré ça, en plus du côté assez amusant de l'affaire, c'est aussi parce que ça établit une espèce de répartition des tâches. C'est-à-dire, il y a le lecteur et de l'autre côté, le bibliothécaire qui apparemment ne lit pas les livres, ici, mais regarde tout ce qui est de l'ordre du paratexte, de l'ordre des choses qui sont à l'extérieur du livre. D'accord ? Les livraisons, les demandes d'acquisition, les renseignements bibliographiques, etc., etc. Et les catalogages. Et je pense qu'on va remettre en question, enfin j'espère, cette répartition des tâches, parce qu'il me semble tout à fait essentiel que, disons, les deux participent à la totalité de toutes les tâches, et peut-être on va y revenir dans la table ronde. Alors, ça, c'était la caricature un petit peu de l'opposition entre bibliothécaires et scientifiques, mais je pense qu'il faut quand même rappeler que les mathématiciens en particulier ont toujours eu un grand intérêt pour les questions de documentation mathématique et scientifique. Donc là, j'ai extrait d'un exposé de mon collègue Norbert Chaparreur
un exposé sur la bibliothèque de mathématiques de l'Université de Strasbourg, une présentation de l'organisation matérielle de la bibliothèque de Strasbourg à l'époque, donc en 1920. Et vous voyez que ça figure dans quelque chose qui était censé présenter les cours. Et on parle aussi de l'organisation matérielle. Donc l'Institut de mathématiques dispose d'une salle de travail bibliothèque. L'éclairage électrique a été substitué en 1920 à l'éclairage par le gaz. Pour suppléer aux armoires bibliothèques devenues insuffisantes, une galerie à mi-hauteur avec rayonnage a été installée la même année dans la salle de travail. Et là, vous rêvez, le fonds de la bibliothèque a été augmenté de 287 ouvrages, dont 80 thèses envoyées par la Faculté des sciences de Paris. Donc la collaboration était déjà en place entre bibliothèques en 1920. Bon, je ne vais pas vous redonner tout ça, mais on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des prêts à domicile pour les chercheurs et que cette organisation offre les plus grandes facilités aux étudiants, aux candidats, aux diplômes et aux doctorants, au doctorat d'une façon générale à tous les chercheurs. Donc ça, c'est écrit par un mathématicien, Maurice Fréchet. Et de la même façon, je dirais, les bibliothécaires savent très bien l'importance pour les mathématiciens de leur propre travail et de ce que c'est aussi qui est attendu des bibliothèques. Donc, par exemple, la bibliothèque est le laboratoire du mathématicien. Il a le mérite, ce terme, de mettre en évidence l'importance primordiale de l'outil que le Centre national de la recherche scientifique place d'ailleurs sur le même plan que les gros équipements de la physique. Le terme souligne également la spécificité des mathématiques qui se définissent par leur objet symbolique et non physique. Le champ expérimental du mathématicien est donc constitué en intégralité par les fonds bibliographiques mis à sa disposition. En mathématiques, une idée enfouie depuis des dizaines d'années peut tout à coup ressurgir et se trouver au premier plan de l'actualité, ce qui pose évidemment des questions de pérennité vraiment extrêmement lourdes. Et c'est ça que je voudrais déjà vous montrer un tout petit peu. Donc je vais vous donner deux exemples de cette idée qu'une idée enfouie depuis des dizaines d'années peut ressurgir. D'abord, je vous ferai faire un tout petit peu de mathématiques au passage. Bon. Et puis, je voudrais, après, dans les dernières minutes, parler des spécificités des recherches en histoire des maths, parce qu'elles posent de nouveaux problèmes, il me semble, de pérennisation sur d'autres parties des fonds dont vous disposez. Donc, je voudrais aussi parler de ça. Alors, ce texte que j'ai mis ici au tableau, il n'est pas écrit par un mathématicien ou une mathématicienne, il est écrit par Odile Larive, donc bibliothécaire et une des grandes bibliothécaires disons, qu'on a bien connue, très importante. Et d'une certaine manière, je considère que mon exposé, ce sera une note en bas de page à cette citation d'Odile Larive. Alors, longue histoire des mathématiques, bon, pour faire la jonction avec l'exposé précédent, mais je ne remonterai pas aussi loin. Vous voyez à droite le théorème de Pythagore issu d'Euclide dans une version arabe du XIIIe siècle, qui montre déjà des reports à travers les siècles de résultats, théorèmes, etc. Et à gauche aussi une version en fait, du XVIIe, 1621, d'un livre de l'Antiquité grecque, qui est très connu, ce livre, enfin cette version de 1621, parce que c'est sur cette version que Pierre Fermat a écrit sa fameuse note avec son fameux théorème. Je ne vais pas parler de ça. Je vais vous donner deux exemples qui sont beaucoup plus récents, qui sont empruntés au XIXe siècle, en fait, enfin XIXe et XXe siècle, mais qui montrent quand même plusieurs aspects, il me semble, j'espère intéressants, des problèmes que pose la conservation. Alors, le premier exemple, c'est celui-là, c'est celui des Disquisitiones Arithmeticae. Donc, c'est un livre en latin d'un certain monsieur qui s'appelle Gauss, donc j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est un nom bien connu. C'est un mathématicien donc, allemand, essentiellement du début du XIXe siècle. Il a écrit ce livre, donc Les recherches arithmétiques, en 1801, donc il était extrêmement jeune. Et c'est un livre donc, qui est un livre sur l'arithmétique, sur la théorie des nombres, en 7 sections, qui a eu un succès très important et qui a eu un effet très important, bon, déjà tout au long du XIXe siècle et au-delà. Alors, juste pour en témoigner, voilà ce qu'écrit un mathématicien en 1885 à quelqu'un dont vous reconnaissez le nom, Julius Springer. Il ne peut y avoir aucun doute sur l'importance des Disquisitiones Arithmeticae de Gauss pour le développement des mathématiques. C'est un ouvrage qui a en mathématiques à peu près la même position que la critique de la raison pure de Kant
en philosophie. Je vous ferai remarquer qu'ici, on a un cas où un mathématicien écrit à un éditeur. On parlait du problème d'avoir un intermédiaire, la troisième personne, l'éditeur, qui est là, et il lui écrit directement. On rêve d'écrire à Springer maintenant directement. Bon, passons là-dessus, on y reviendra peut-être demain. En fait, Hutchinson a une idée derrière la tête, et cette idée derrière la tête, c'est d'obtenir de Springer, et ça marche, de publier une traduction en allemand de cet ouvrage en latin, parce que, problème effectivement d'intelligibilité, en 1885, peu de gens peuvent lire le latin. D'accord ? En fait, les traductions de Disquisitiones, et ce n'est pas sans importance, il y a évidemment la traduction allemande donc, qui sort chez Julius Springer en 1889, mais il y en a eu plein d'autres. Traduction française dès 1807, traduction allemande donc en 89, traduction russe en 1959, anglaise en 66, castillane en 95, japonaise en 95 aussi, catalane en 1996, traduction en chinois en 2019 et une traduction en italienne qui vient de paraître. D'accord ? Donc je pense que c'est un témoignage relativement intéressant de la tentative pour re-rendre intelligible un ouvrage qui est au début du XIXe siècle. Ça pose aussi des tas de problèmes de conservation. Est-ce qu'on veut conserver toutes ces traductions qui, dans certains cas, sont des adaptations modernisées, dans certains cas, essaient de rendre compte vraiment du livre d'origine, etc. Donc il y a plein de problèmes avec la question des traductions et des éditions successives. Bon. Alors je voudrais vous montrer quand même, non seulement ça, mais pourquoi ce livre a un tel impact. Alors, par exemple, il est cité, et en tout cas des bouts sont cités, par des tas d'auteurs tout au long du XIXe siècle. Je vais juste en citer quelques-uns, parce que probablement ce sont des noms que vous connaissez. Donc, Gallois. D'accord ? Donc, notre Gallois national, dans sa lettre testament à 1832, cite effectivement à plusieurs reprises la méthode de M. Gauss, et ça, c'est la méthode que Gauss explique dans la 7e section des Disquisitiones Arithmeticae. D'accord ? Bon, je ne vais pas expliquer ça, mais juste pour vous montrer cette lettre. Poincaré, 1901, aussi quelqu'un de relativement célèbre. C'est un article extrêmement important parce que c'est à peu près l'origine de ce qu'on appellerait maintenant la géométrie diophantienne, c'est-à-dire l'étude par la géométrie de propriétés arithmétiques qu'on interprète, disons, par la géométrie des courbes. Et là, eh bien, il explique que l'initiation de ça, c'est le chapitre des Disquisitiones intitulé « Representatio Schifrae ». Donc, voilà, Gauss nous a enseigné à résoudre ça, etc. Et ceci se déduit immédiatement des principes de ce même chapitre de Gauss. Là, on dit en 1901, vous pourriez penser que ça s'arrête là, pas du tout. Émile Noether, premier exposé par une femme à l'International Conference in Mathematics en 1932 à Zurich, eh bien, commence par expliquer que son point de vue ici, qui est d'utiliser le non commutatif pour comprendre le commutatif. Donc commutatif, c'est quand on peut échanger l'ordre de deux éléments impunément, disons. Et elle explique qu'elle veut tracer ce phénomène en détail pour deux questions qui remontent aux Disquisitiones de Gauss. Vous pensez que ça s'arrête en 1932 ? Absolument pas. André Weil commence un article lui aussi très très connu, je vais y revenir pourquoi il est très très connu, par une allusion à l'article, cette fois 358 des Disquisitiones, cette fois on est en 1949. Alors là, on a un témoignage de Weil un peu plus tard, de 1972, où il explique précisément cette affaire. Je vais vous le mettre en français. En 1947, à Chicago, je m'ennuyais et me sentais déprimée, ne sachant pas quoi faire. J'ai commencé à lire deux mémoires de Gauss. Bon, sur les résidus biquadratiques, aucune importance. Ce sont des mémoires un peu plus tardifs qui poursuivent les Disquisitiones et qui datent de 1830, que je n'avais jamais lues avant. Le premier article traite essentiellement du nombre de solutions d'équations, donc ax puissance 4 moins b y puissance 4 égale 1, dans le corps premier modulo p. Donc ça veut dire simplement qu'au lieu de regarder des entiers, vous regardez la division de ces entiers par un nombre premier et vous regardez juste les restes. D'accord ? Et vous cherchez à ce que les restes... Alors, bon, mais, donc, et de leur connexion avec des sommes qui ne s'appelaient pas les sommes de Gauss, évidemment, qui ne s'appelaient pas les sommes de Gauss dans Gauss, mais
comme il dit, la méthode est exactement la même que celle appliquée dans la dernière section des Disquisitiones à ces équations-là. Alors j'ai remarqué que des principes similaires pouvaient être appliqués à toutes les équations blablabla, blablabla, et que ça impliquerait la vérité de ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann, etc., etc. Donc je passe, dont certaines ont été plus tard prouvées par Dwork, Grothendieck, Artin, Lupkin, etc., et dont certaines sont encore ouvertes. Alors elles n'étaient plus ouvertes quelques années plus tard, et c'est ce qui a valu une médaille Fields en 1978 à Pierre Deligne. Et donc, si vous regardez ici la façon dont son prix a été décrit, Pierre Deligne a donné la solution des 3 conjectures de Weil concernant des généralisations de l'hypothèse de Riemann, etc., etc. Donc, c'est exactement un problème qui, au bout du compte, en 1978, remonte aux Disquisitiones de 1801. Et repose sur une lecture par André Weil en 1949 de ces Disquisitiones. On s'arrête là? Mais non. Manjul Bhargava, 2004. D'accord? Dans cet article de 2004, le théorème 1 donne une description très courte et simple des lois de composition qu'on fait dans les Disquisitiones, section 5. D'accord? Et si vous pensez que c'est juste un hasard et qu'il les a vus, non pas directement pour répondre à la question de tout à l'heure, mais vraiment à partir de l'original, eh bien, comme Manjul Bhargava a eu aussi une médaille Fields en 2014, eh bien, on décrit dans cette médaille Fields, dans la présentation de cette médaille Fields, exactement qu'il a lu l'arithmétique, un livre sur la théorie des nombres de Gauss, et qu'il a trouvé dans le livre une source d'inspiration, etc., etc., etc. D'accord? Donc on a vraiment là, je pense, une trace au plus haut niveau de l'impact d'un livre de maths sur 200 ans, quand même. Et un livre vraiment important qui a été lu dans plusieurs parties. Donc si on rentre dans les détails, évidemment je ne vais pas le faire ici, mais si on rentre dans les détails, on voit que ce sont des morceaux différents du livre qui à chaque fois sont réactivés, retransformés, retraduits, transformés, modernisés, etc., réintégrés dans d'autres cadres, mais à partir de lecture de ce livre même. D'accord ? Que je recommande toujours aux étudiants de lire, d'ailleurs, on ne sait jamais. Bon. Alors, on pourrait avoir l'idée, en voyant cet exemple, qu'il s'agit vraiment de trouver les grands textes, quoi. Les textes qui sont vraiment pérennes. On peut choisir des textes fondamentaux, extraordinaires, qui traversent les ans, et on va se concentrer là-dessus seulement. Et donc, ça va être beaucoup plus simple. On ne conservera que ces grands textes. Et vous avez un certain discours de la part d'un certain nombre de collègues pour dire qu'il n'y a que quelques textes qui sont vraiment importants à conserver. Alors, je voudrais effacer cette idée réconfortante de votre tête, puisqu'on est en début de semaine. Et je voudrais vous donner un deuxième exemple où vous allez voir que tout peut arriver, si j'ose dire. Et ce deuxième exemple, c'est celui de M. Delannoy, qui est ici représenté, qui était un amateur en mathématiques, un intendant militaire. Bon, il est polytechnicien quand même, mais il était intendant militaire toute sa vie, et il s'est mis à sa retraite. Petit coup d'œil pour les retraités. Il s'est mis à sa retraite à se remettre à faire des maths dans le cadre de l'Association française pour l'avancement des sciences qui unissait à la fin du 19e, ça existe toujours d'ailleurs, mais je ne sais pas si ça a le même rôle, mais dans toutes les villes de France, des tas de gens de toutes sortes intéressés par les sciences, et en particulier les mathématiques. Alors, pourquoi Delannoy est dans mon histoire ? Il est dans mon histoire à propos de ce texte-là, qui date de 2002, il y en a eu d'autres après, le treillis des chemins de Delannoy, qui a été donc rédigé dans un journal de maths très récent. Et vous voyez d'ailleurs ici que dans la bibliographie de ce texte de 2002, on voit bien directement le texte de Delannoy qui arrive. C'est là où je vous demande de vous concentrer. On va faire des maths 5 minutes, avec un exercice pour ce soir. Donc, de quoi il s'agit ? Il s'agit, donc c'était un travail de Sylviane Schwer au départ, elle est informaticienne, mathématicienne plutôt de la combinatoire, et elle s'intéresse aux phénomènes linguistiques et à la modélisation de phénomènes linguistiques. Je pense que c'est intéressant parce qu'on voit que des nouveaux sujets, on en a parlé tout à l'heure, réactivent des sources qui étaient un peu tombées dans l'oubli. Et c'est un peu ce truc-là de nouvelles applications, etc., sont dans l'oubli. Alors, en fait, si vous pensez au temps, normalement, on a l'idée que le temps, c'est représenté par une ligne droite avec des points dessus. Et ça, ce n'est pas très bien pour les linguistes qui ont envie de regarder des structures d'événements un petit peu plus, à la fois plus discrets, c'est-à-dire on emploie des temps
différents pendant une certaine phrase et en même temps qui ne sont pas juste représentés par un point. Donc il s'agit de modéliser des événements qui s'étalent dans le temps, mais un certain nombre d'événements distincts. D'accord ? Et de modéliser la relation temporelle entre eux. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour un événement A, là je vais partir avec 2 événements seulement, on va appeler petit a, le début et la fin de A, on va les marquer par petit a à chaque fois, et par B, le début et la fin de B. Alors par exemple, on peut avoir quelque chose qu'on va noter petit a, petit b, ça veut dire quoi? On a A qui commence, A qui finit, puis B commence, puis B finit. D'accord? Mais si on note A, B, ça veut dire on a A qui commence, ensuite B commence, ensuite A finit et B finit. D'accord? B, A, B, donc B commence, A finit, B finit. Ça vous va? Bon, alors évidemment, il y a le problème qu'il peut se passer que 2 choses arrivent en même temps. Bon, alors là, pour l'instant, suspension, on le note par ce signe-là, hein, AB, où on les met ensemble. D'accord? Donc là, ça veut dire... A commence, ensuite A finit et B commence en même temps, et puis B finit. D'accord ? On peut avoir aussi quelque chose comme AB, par exemple, donc ça veut dire A commence, B commence, et puis A et B finissent en même temps. Ça vous va ? Alors, exercice pour ce soir, il y a 13 possibilités comme ça. Alors, vous devez les trouver. Et je vérifierai demain, ou ce soir, tard, si vous les avez bien trouvées. Donc là, c'est le cas simple où A et B ont lieu exactement une fois chacun. Mais évidemment, après, il peut se passer que A recommence. Donc, il faut juxtaposer des choses comme ça et il faut essayer de décrire tout ce que vous pouvez obtenir. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, après. Alors, qu'est-ce que Delannoy vient faire dans cette affaire ? Eh bien, Delannoy, c'est quelqu'un qui a étudié, en fait, des maths à partir de l'échiquier. Donc, ça fait partie de tout un mouvement de mathématisation des jeux, en fait, à la fin du 19e, dans une sociabilité savante qui s'intéressait beaucoup à ce genre de choses. Ils allaient aussi jouer aux échecs, dans les cafés, etc. Ils jouaient à des tas de jeux et ils essaient de les modéliser mathématiquement. Alors, ce qui l'intéressait, lui, c'était de décrire les déplacements et de représenter un certain nombre de problèmes mathématiques par des déplacements. Alors là, je vous ai représenté une des figures qui est dans un de ces articles. Et les nombres qui sont ici, ce sont les nombres de façons d'arriver à cette case en obéissant à certaines règles de déplacement sur l'échiquier. En l'occurrence ici, ce sont les déplacements qui vont de gauche à droite et de haut en bas uniquement, on ne va jamais en arrière, hein, et on peut déplacer ou sur la diagonale, là encore on ne va jamais en arrière. Donc par exemple, ici, vous pouvez arriver sur cette case à partir de celle-là d'une seule façon, donc il y a une seule façon, mais par exemple pour arriver ici, vous voyez que vous pouvez arriver comme ça, vous pouvez arriver comme ça, ou vous pouvez arriver comme ça. Donc, il y a 3 façons de faire. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a un 3. Et ici, par exemple, pour arriver à 5, pour arriver à cette case-là, soit vous venez par le haut. Donc ici, il n'y a qu'une façon. Donc, vous arrivez comme ça. Soit vous arrivez comme ça. Soit vous arrivez à partir de cette case. Il y a déjà 3 façons d'arriver à cette case. Et donc, là, il n'y en a plus qu'une. Donc, vous avez 3 plus une façon d'arriver ici, c'est bien 5, etc. etc. D'accord ? Bon, évidemment, le travail consiste à ne pas calculer, à calculer directement ce que vous devez mettre dans chaque case, pas à faire ce que je viens de faire ici pour justifier comment on remplit ces cases, parce que quand vous arrivez, par exemple, là, ça devient un peu plus tordu d'essayer de faire ces machins. Donc, évidemment, il développe des façons de calculer ça. En fait... il modélise aussi, si on prend que la tour, on ne prend pas les diagonales, etc. Et surtout, il résout par cette méthode des tas de problèmes, y compris des problèmes de probabilité. C'est là-dessus qu'il était assez connu. Il a eu pas mal de démêlés avec l'Académie des sciences, par ailleurs, qui n'aimait pas ce genre de méthode, mais bon. Alors, l'idée, donc, en particulier de Sylviane Schwer, bon, là, on l'a mis à l'envers, c'est-à-dire au lieu de descendre, on va monter sur l'échiquier, mais c'est exactement le même principe. C'est de représenter donc, le petit a par un déplacement horizontal, le petit b par un déplacement vertical, et le fameux AB, là, quand les choses se passent en même temps, par un déplacement diagonal, ce qui correspond un peu à faire en même temps un déplacement comme ça et un déplacement comme ça. D'accord ? Et du coup, la succession des événements, vous le représentez par une marche sur l'échiquier. Boum, boum. Et là, vous pouvez vous poser des tas de questions qui viennent assez spontanément. Par exemple, on peut ordonner partiellement au moins les chemins. D'accord ? C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a un chemin qui est plus petit que les autres en certains sens
qui est celui-là, il est en dessous des autres, puis vous en avez un autre, par exemple, qui est au-dessus, et puis après, bon, vous avez des chemins qui montent, qui descendent, enfin, qui peuvent être au-dessus, en dessous, partiellement, etc. Donc, vous pouvez mettre des ordres là-dessus assez facilement. Et puis, évidemment, vous pouvez utiliser donc, tout l'arsenal des questions autour des chemins de Delannoy, enfin, des nombres de Delannoy, etc., pour modéliser ces problèmes. Bon. Alors ensuite, Jean-Marie Audebert et Jean-Michel Audebert et Sylviane Schwer ont généralisé quand on prend non pas seulement 2 événements, comme j'ai raconté, mais n événements. Dans ce cas-là, il faut prendre des échiquiers à n dimensions et pas 2, etc. Bon. Donc, avec des marches à plusieurs dimensions. Bon, il y a des tas de choses à faire là-dessus. C'est une jolie histoire parce que Sylviane Schwer était tellement intriguée par cette affaire de M. Delannoy que du coup, elle s'est intéressée à l'homme lui-même et elle a collaboré avec la médiathèque de Guéret. Et on a fait un colloque. On a réussi à convaincre les archives de la Creuse et la médiathèque de Guéret de faire un colloque sur les jeux mathématiques et aussi de mettre en ligne des tas de manuscrits du fonds Delannoy. Bon. Alors ça, c'est un autre exemple. Il me reste quoi, 10 minutes, 5 minutes 10 minutes. Un quart d'heure. C'est beaucoup, ça. Non, c'est un peu plus que 5 minutes. C'est un autre exemple qui est tout à fait différent parce qu'il montre, d'une part, qu'il n'y a pas que les grands textes. Delannoy, ce n'est pas du tout un auteur important, ce n'est pas du tout un auteur de premier plan, ce n'est pas Gauss, disons. Et les gens qui ont travaillé sur ça non plus. Mais par contre, c'est quelque chose qui est remis à l'ordre du jour par des nouvelles applications, des nouveaux développements des maths, de nouvelles façons d'envisager les problèmes. Bon, cette affaire de temporalité semi-discrète, j'ai envie de dire, en tout cas discrète, qu'il faut organiser pour des applications linguistiques et informatiques, bon, c'est quelque chose de nouveau. Et ça fait relire d'autres types de mathématiques que celles, disons, de la grande tradition classique comme Gauss peut l'être, d'accord, et des médailles-Fields. Donc il y a vraiment l'impression que tout peut servir, disons d'une certaine manière. Tous les écrits mathématiques sont intéressants et importants. Bon. Et donc ce n'est pas seulement un certain nombre d'écrits qu'il faudrait conserver et mettre à la disposition des gens. Évidemment, ça pose aussi des tas de questions sur la manière dont on peut repérer dans des catalogages, des indexations, etc., ce genre de travail. Parce que ce n'est pas du tout évident. Et là, j'ai des expériences multiples et douloureuses sur lesquelles on peut revenir, où quand on reprend des catalogues ou des notices, on met une nouvelle classification, ce qui est évidemment une bonne idée pour que les mathématiciens actuels puissent retrouver leurs petits plus facilement, mais dans certains cas, on perd les traces de certaines classifications et on ne peut pas non plus retrouver les documents quand on les cherche. Enfin, bon, donc c'est extrêmement compliqué, cette affaire de savoir comment garder la pérennité de l'indexation et du catalogage, et je pense que ça, c'est vraiment un enjeu qu'on ne discute pas assez. Donc je voudrais vous le mettre sur la table. Ça me paraît très, très important. Juste à titre d'exemple, la chose que tout le monde utilise maintenant, évidemment, c'est ce qui est hérité de MathReviews, c'est-à-dire MathSciNet. Or, MathSciNet a fait une mise à jour il y a quelques années. Les classifications d'origine étaient toutes en ligne, enfin, elles étaient marquées en ligne, et ça a disparu au cours de l'opération de mise à jour. On leur a écrit quelque part, enfin, dans la semaine qui a suivi, et il a été impossible de retrouver le fichier de ces classifications. Bon. Donc je lance un appel, je suis prête à venir photocopier les classifications de MathReviews si vous avez encore les exemplaires dans une de vos bibliothèques. Bon. Alors ça c'était un petit peu donc vraiment les mathématiques. Je voudrais, dans le temps qui me reste, vous montrer qu'il y a aussi des spécificités de pérennité de la documentation pour l'histoire des maths, qui est mon sujet principal maintenant, et que malheureusement, ça ne fait qu'aggraver ou alourdir votre tâche si vous prenez ça au sérieux. Donc, les spécificités des historiens et historiennes des maths. Alors, vous voyez déjà 3 types de choses qui nous intéressent beaucoup. Bon, j'ai déjà parlé de l'indexation. Ça, c'est des objets et pas seulement des livres. Et puis, il y a le problème des brouillons, des manuscrits et des choses qui ne sont pas de l'imprimé. Alors, je vais donner 3 petits exemples, très rapidement. D'abord, je vais vous dire quand même peut-être une chose comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas très au point là. Mais donc, évidemment, on s'intéresse à la très, très longue durée. Bon, disons, au moins jusqu'au début de l'écriture et parfois avant les débuts de l'écriture maintenant.
Mais il y a aussi, et ça c'est important, des nouveaux thèmes de recherche. Donc, par exemple, l'étude des journaux en tant que lieu de diffusion et de collaboration des mathématiciens, les questions d'histoire de l'édition, l'histoire collective des mathématiques, disons, qui appelle des documents beaucoup plus considérés beaucoup plus massivement. Bon, c'est comme ça qu'on retrouve des gens comme Delannoy, mais aussi l'histoire de l'enseignement, l'histoire des traductions, etc. Bon. Et ça veut dire aussi faire appel à ce que j'ai envie d'appeler des ouvrages souvent traités comme secondaires, les manuscrits de cours, la littérature grise, etc. Bon. Alors, je vais vous donner 3 petits exemples. Premier exemple, celui d'un chaînon manquant relativement intéressant, qui est celui d'Adolphe Debove, donc qui était un normalien, mais qui a été toute sa vie professeur de lycée, qui a publié pas mal de manuels. Il a publié aussi une des premières études sur Pascal en tant qu'homme de science, mais il a aussi écrit des articles sur ce qu'on appelle les équations diophantiennes. Alors, vous avez déjà vu, d'ailleurs, quand j'ai parlé de Gauss, des traces de ce type d'équations. Ce sont des équations dont on cherche les solutions en entier, en nombre entier. Bon. Et c'est un sujet qui est devenu au XXe siècle et au XXIe siècle un sujet absolument fondamental, à la source de beaucoup de médailles Fields d'ailleurs et d'autres prix importants. À la fin du XIXe siècle, c'était un sujet relativement marginalisé, disons, en tout cas considéré comme peu important, mais il y a une résurrection de ce sujet au milieu de l'Association française pour l'avancement des sciences, encore elle, par des gens amateurs, souvent, professeurs de lycée, qui s'intéressent en particulier à retrouver la mémoire, c'est déjà une question de mémoire, des écrivains du XVIIe siècle, comme Fermat et les correspondants de Fermat. C'est dans ce milieu qu'on va se mettre à éditer les œuvres de Fermat et d'autres, et donc ils s'intéressent à ces questions qui étaient débattues au XVIIe siècle. Alors pourquoi ça nous concerne ? Eh bien, parce qu'on a retrouvé une correspondance scientifique de Debove reliée à un numéro d'un périodique imprimé de mathématiques en plein milieu de la bibliothèque Mir. D'accord ? Ça se présente comme ça. Donc, vous avez la revue, un exemplaire de la revue reliée, et ben voilà, vous avez toute une correspondance mathématique qui a été reliée avec ce livre. Et on l'a retrouvé là. Bon, évidemment, on l'a fait mettre en réserve immédiatement. Bon, mais donc on a pu étudier cette correspondance scientifique. Et il y a souvent soit des notes, soit des choses comme ça dans des exemplaires. Et bon, évidemment, se pose la question du désherbage dans ces conditions, c'est-à-dire l'exemplaire de la revue, il est peut-être en 18 exemplaires. Par contre, cette correspondance, non. Et elle intéresse évidemment des gens. Alors un autre sujet tout à fait différent, c'est le sujet des thèses de mathématiques. Donc, en particulier, donc, en 2009, Juliette Leloup a fait une thèse sur les thèses. C'est-à-dire, elle a étudié toutes les thèses de mathématiques soutenues en France entre 1914 et 1945. Donc, ça veut dire une classification de ces thèses, de leur matière, de leur discipline, etc. Ça veut dire aussi de nouveaux corpus, parce qu'il y a évidemment l'objet thèse en lui-même, mais il y a aussi, par exemple, les rapports qui intéressent les gens. On a lu les rapports et comment les rapports sont décrits, comment les thèses sont décrites, etc. Et puis, de nouvelles exigences documentaires. Par exemple, dans certains cas, on n'a pas l'objet thèse lui-même, mais on a des publications qui en sont tirées. Est-ce que c'est la même chose ? La réponse, c'est non. Parce qu'on voit parfois des petites différences, on voit des corrections, et on voit des informations sur cet objet. Par exemple, le jury, qui évidemment disparaît de la publication elle-même. L'autre aspect, c'est l'exigence de systématicité. C'est évidemment un travail qui n'a de sens que si on étudie toutes les thèses et pas seulement les quelques thèses importantes. Je dis ça parce que quand on a commencé à numériser par la Jubilothèque puis Sorbonne Num les thèses, il était clair qu'il fallait choisir les bonnes thèses. Et évidemment, moi j'étais en face et je disais non, on veut toutes les thèses, pas seulement les bonnes thèses, parce que ce que c'est une bonne thèse, ça change. Et aussi, on veut faire des travaux de ce genre, beaucoup plus systématique, donc ça veut dire accepter toutes les thèses. Alors, juste pour vous donner une idée du type de résultat, donc ça, je me suis mis sur Wikipédia parce qu'il n'y avait aucun endroit où toutes les thèses étaient rassemblées, donc je les ai mis sur Wikipédia.
Donc l'article liste des thèses de mathématiques en langue française pour la France sur Wikipédia est à peu près complet, avec des références à différents sites de numérisation pour avoir cette liste sous les yeux. Si je reviens à ce qu'a fait Juliette, on peut voir par exemple l'évolution des sujets de thèse sur la France pendant cette période. Donc vous voyez qu'il y a des variations entre, par exemple, on voit l'apparition du calcul des probabilités à un certain moment, des choses comme ça. On voit un peu de logique émerger et puis disparaître. On voit des tas de phénomènes comme ça qui ne marchent que parce qu'on regarde globalement toutes ces thèses. Et puis, plus finement, donc là c'est pour les probabilités, on peut tracer des relations à la fois intellectuelles et institutionnelles entre différentes personnes par les thèses. Par les réseaux de citation dans les thèses, par les membres du jury, etc. Donc c'est des choses assez intéressantes. Bon. Juste pour regarder sa conclusion, pour vous donner une idée de ce genre de choses, donc mon analyse des thèses considérées sans filtre, c'est-à-dire vraiment globalement, permet de réévaluer les différentes images fragmentées et incomplètes qui étaient produites jusqu'à présent donc, sur les mathématiques de l'entre-deux-guerres, parmi lesquelles domine celle d'un milieu de recherche eutarsique dominé par l'analyse. On voit au contraire des sujets nouveaux, en particulier un rééquilibrage concernant les disciplines, puisqu'il ressort clairement de cette étude que le domaine de l'analyse représente une part plus faible des sujets de doctorat que celle qui lui est prévue habituellement, et sont ainsi mis en évidence l'intérêt suscité par la géométrie différentielle, l'importance des mathématiques appliquées et l'émergence des probabilités. Bon, etc. Et l'autre thème, c'est le second rééquilibrage, c'est l'importance des centres de province, qui, à certains moments de l'entre-deux-guerres et dans certains domaines mathématiques spécifiques, ont eu une activité mathématique importante, qui en général était totalement négligée. Bon. Et mon dernier exemple, je vous promets, je termine, c'est, je dirais encore pire, c'est vraiment l'étude très précise des pratiques matérielles et collectives des publications. Donc, par exemple, l'étude des journaux, qui ne sont pas seulement l'étude des articles des journaux et des contenus, mais aussi de leurs dispositifs de publication, comment les rapports avec l'éditeur, imprimeur, éditeur, éditeur scientifique, auteur sont créés. On peut le voir à travers des correspondances, par exemple, avec des rapports sur les articles, les liens entre les différents auteurs et les maisons d'édition. Donc, dans certains cas, par exemple, les notes au compte-rendu de l'Académie des sciences, on peut vraiment retracer le moment où la note arrive chez l'académicien qui va la présenter, puis elle part à l'imprimeur, puis elle est rediscutée, parfois redécoupée pour obéir à des questions de place, où on enlève certaines parties des maths, par exemple, et on peut suivre à la trace ce genre de choses. Plus récemment, ça a été fait d'ailleurs à partir de mails et d'études là, mais aussi les questions vraiment d'imprimerie. Alors, comme le dit Norbert Verdier dans cet article, éditer puis vendre des mathématiques avec la maison Bachelier, qui est l'ancêtre de Gauthier-Villard en mathématiques au XIXe siècle, un journal n'est pas qu'une énumération d'articles, il est aussi composé d'indications matérielles, liste des libraires où il est possible de souscrire, conditions d'abonnement, indispensables à notre lecture matérielle des journaux. Deux mêmes volumes d'un même journal peuvent se distinguer, mes pauvres, je vous plains, par l'insertion ou pas d'un prospectus de nature éditoriale. Ce sont ce que les conservateurs nomment les éphémères. Ils sont très difficiles à détecter, mais ils sont précieux pour l'historien dans son aide à la contextualisation d'un objet éditorial. Donc là, par exemple, vous avez ici un éphémère qui a été inséré dans le journal de mathématiques pures et appliquées de 1848. Alors, vous pouvez le trouver sur Gallica et sur Google, mais il n'a pas été reproduit, alors que le journal de mathématiques pures et appliquées a été mis sur Numdam. Cette partie n'a pas été reproduite sur Numdam. D'accord ? Donc, si vous regardez l'exemplaire sur Numdam, vous ne voyez pas ça. Et ça vous permet de cartographier les endroits où ce journal était disponible. Donc, c'est une information extrêmement précieuse sur la diffusion des articles à l'époque. Et puis, maintenant, donc, plus récemment encore, Norbert Verdier, dont l'HDR va être soutenu lundi prochain. Donc, je vous donne vraiment des choses très fraîches. Et il va sortir un livre qui, je pense, va vous intéresser beaucoup autour de ces problèmes d'édition, d'histoire de l'édition mathématique, etc. Il a regardé aussi les problèmes de typographie mathématique.
Et ça, c'est absolument aussi un nouveau sujet tout à fait intéressant sur la manière dont la typographie mathématique est faite. Alors, il a étudié des protes. Par exemple, il a étudié des protes comme Bailleul, qui a été prote, c'est-à-dire vraiment directeur de l'imprimerie, chez les grands éditeurs de mathématiques. Et il y a des lettres disant que vraiment c'est une édition mathématique de première classe, bien meilleure que toutes les autres, etc. Et juste pour vous montrer l'exemple, ça c'est le même article qui a été publié dans les Annales de mathématiques pures et appliquées de Gergonne au début du siècle, et puis ensuite reproduit dans le journal de Liouville avec cette nouvelle typographie mathématique. Et vous voyez la différence de lisibilité ici de cette équation. Alors Norbert Vadier donne plein d'autres exemples sur l'intégration, sur les racines. Par exemple, écrire les racines, c'est toute une histoire très très compliquée, parce qu'il faut gérer les blancs. Et on les gère à la main à cette époque. Donc, comment est-ce qu'on les gère? Quel genre d'appareil on va mettre en œuvre, etc. Donc, il a étudié ça en détail. Et donc, ça veut dire conserver aussi des versions réelles pour pouvoir étudier ces questions, des versions réelles des papiers d'origine. Donc, pour conclure, certainement, oui, les mathématiques ont une longue durée, et c'est une longue durée, disons, fructueuse, productive. Alors, non seulement pour les mathématiciens, disons, en action, qui peuvent avoir envie de retrouver des textes qui ont été jugés secondaires pour des spécialistes de mathématiques à un certain moment, mais qui ne vont plus l'être pour d'autres spécialistes à un autre moment. Il y a une grande variété de textes, voire d'objets pertinents. Et je ne suis pas en train de limiter votre travail sur qu'est-ce qu'on doit conserver. Je suis au contraire en train de l'étendre. Et je pense que c'est très, très important, et je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus, de garder trace des niveaux de structuration, paratexte, illustration, etc., des niveaux de structuration des textes. Parce qu'il y a vraiment une tendance actuelle, que j'entends beaucoup, qui est de découper au maximum l'information des textes. Alors, on en est au niveau de l'article. Souvent, on ne peut plus trouver le journal, par exemple. On a juste le niveau de l'article, mais j'ai déjà entendu dans des réunions des gens qui vous disent « Ah, mais c'est super parce qu'on va pouvoir avoir juste les équations et on sera au niveau vraiment de bribes de texte, enfin de chaînes de caractères, et on n'aura plus d'autres structurations et ça va permettre de retrouver l'information. » Alors, c'est génial d'avoir accès à une équation ou une chaîne de caractères, mais si on perd les niveaux de structuration, etc., on perd énormément d'informations importantes sur la manière dont cette information était lisible, structurée, pertinente à une époque donnée. Donc je voudrais vous convaincre de ça. Merci beaucoup.